Jacques Priol, bonjour. Vous êtes consultant, vous avez créé une société qui s'appelle Civiteo, dont la fonction, c'est quoi? C'est d'accompagner des collectivités, des territoires au sens large, dans leur appropriation de l'open data, tout simplement? Pas véritablement de l'open data. Nous avons créé Civiteo il y a peu de temps, c'est une société récente qui travaille sur un sujet que je résume en disant on travaille sur la place de la donnée dans la décision publique. Donc ça concerne l'open data, mais ça concerne l'usage des données, qu'elles soient ouvertes ou pas ouvertes, ça concerne le big data, ça concerne la protection des données personnelles, ça concerne les stratégies de souveraineté de la donnée d'intérêt général sur un territoire. Donc c'est une approche globale de la place de la donnée dans la décision publique, qui est un sujet que nous pensons être un sujet majeur des années à venir, qui est un sujet sur lequel on a sans doute pour l'instant un petit peu un rôle de choses à défricher, d'évangélisateur un petit peu. Nous sommes quelques-uns en France à porter aujourd'hui ce message sur lequel je reviendrai tout à l'heure un petit peu. Alors, on a parlé aujourd'hui de data gouvernance, donc vous parlez de gouvernance notamment par la data. Vous avez une expérience assez deep, profonde dans la fonction publique. Oui, donc pour ma part, avant de créer ce cabinet, j'ai été en fonction pendant 25 ans en collectivité locale, sur des fonctions diverses de management. J'ai été directeur d'office HLM, DGA dans une ville, secrétaire général d'une région. Et j'ai également eu, dans cette dernière fonction, l'occasion, je le dis par rapport à notre public aujourd'hui, d'encadrer le service juridique d'un conseil régional pendant 6 ans. Et à quel moment est-ce que dans cette carrière, ou dans le cadre de cette entreprise que vous avez créée, maintenant depuis quelques années, vous découvrez ou vous attachez à la data? Alors on va y passer du temps. Non, il faut que je réponde rapidement sur ce point-là. Moi, j'ai toujours été marqué dans mon parcours professionnel en collectivité, que ce soit sur des fonctions administratives que je viens d'évoquer, ou également j'ai aussi été directeur de cabinet. J'ai toujours été marqué par le fait que, aussi bien les services que les élus, vous êtes amenés à préparer des décisions dans un schéma que les sociologues appellent un schéma de rationalité limitée, qui fait qu'on intervient souvent, on prépare des décisions, on amène les élus à trancher, avec le sentiment de ne pas avoir l'ensemble des données utiles à notre disposition, et que c'est peut-être parce qu'on travaille sur des matières qui sont complexes, qui sont multiples, qu'une décision dans un domaine d'éducation, dans un domaine de santé sociale, dans un domaine de transport, se fait sans avoir la maîtrise de ce qui se passe globalement sur le territoire, de la manière dont le corps social va réagir à des décisions qui sont prises, à la différence peut-être de ce que l'on va pouvoir voir et mesurer dans des entreprises, on va dire commerciales, qui vont lancer un produit, avoir tout un tas d'outils de mesure en amont, pendant, en aval. Voilà, c'est avec des choses qui sont mesurées en termes de résultats beaucoup plus simples à quantifier que les impacts, les externalités de l'action publique. Donc c'est à travers le fruit d'une réflexion un petit peu globale au fil des années que j'ai été conduit à me focaliser sur ce sujet de la place de la donnée dans la décision publique. On va vous entendre justement apporter des éclairages, quelques cartes, c'est téléchargé. Juste avant, vous avez été là depuis ce matin. Hier, on a travaillé d'ailleurs pendant un dîner avec quelques-uns des orateurs ici présents. Jacques Priol, sur l'actualité législative, donc le calendrier pour les collectivités de leur engagement dans. Deuxièmement, sur l'accompagnement et le système de coaching tel qu'il a été établi aujourd'hui avec cet appui d'Open Data France pour ceux qui veulent y aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a urgence à tout blackbouler? Quel est un peu votre sentiment sur ce que vous avez entendu depuis ce matin? Alors, je vais réagir rapidement à ce que j'ai pu entendre depuis ce matin, et j'ai préparé en réaction, ce n'est pas des présentations que je fais habituellement. Là, c'est vraiment réaction aux propos. Allez-y sur la première. La première des choses que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, sur l'open data, il faut faire attention à ne pas vendre des promesses impossibles. Il n'y a pas un monde idéal de l'open data avec, on a entendu parler de différents rapports, d'études, mais ce n'est pas que des rapports et des études qui sont des choses sérieuses qui ont pu être faites, mais c'est aussi dans le discours des pionniers de l'open data, cette croyance, cette force, l'idée que, par exemple, il y allait avoir des retours sur investissement, une rentabilité de l'open data par la libération de la donnée, de la création de richesses dans les territoires. C'était un credo qui était très présent au début de l'open data en France. Dans le premier Vademecum, qui est un Vademecum national d'Etalab sur l'open data, on met cette chose-là très, très en avant. Aujourd'hui, la chance qu'on a, et c'est une bonne chose par rapport à toutes les collectivités qui sont concernées par la loi Le Maire, c'est qu'on a le retour de l'expérience des pionniers. Et les pionniers, depuis Rennes en 2010 et quelques autres, certains sont là, et Jean-Marie Bourgogne les connaît très bien,
eh bien, ils ont mesuré ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Il y a y compris eu, je pense à un département, celui de la Loire-Atlantique, qui a fait faire un audit qui, dans la logique de l'open data, a été publié, qui dit que sur la question de la récupération par de l'initiative privée de l'ensemble de ces données pour ex nihilo immédiatement créer de la richesse, on avait pensé notamment à tout un tas d'applications que les startups devaient créer, eh bien, ça n'a pas eu les retombées immédiates que l'on pensait. Il n'empêche que ces données, aujourd'hui, elles créent des choses, elles permettent des mouvements. On voit qu'il y a des nouveaux services qui apparaissent, des nouveaux services, alors qu'ils sont peut-être plus publics que privés, qui nécessitent à nouveau des fonds publics dans certains cas, mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont intéressantes. Donc, ne pas croire que ça va être immédiatement le déclenchement de choses absolument extraordinaires sur le plan économique. Ne pas croire non plus que ça va déclencher immédiatement une révolution démocratique par la transparence. Pour une raison assez simple, c'est que quand on fait le tour des collectivités, j'en dirai un mot tout à l'heure, selon les manières dont on compte, il y a entre 180 et 200, un peu plus quand on compte de manière indirecte. Les collectivités qui ont libéré des données font tout le constat, et quand je dis les collectivités, c'est peut-être les personnes responsables de ces données, les pionniers au sein de leur propre collectivité, les early adopters, comme on dit, font le constat un petit peu déçus de voir que beaucoup de jeux de données auxquels ils ont passé beaucoup de temps, apporté beaucoup de soins à les libérer, sont peu ou pas du tout parfois réutilisés. Mais après tout, ils font œuvre de transparence malgré tout, c'était l'un des objectifs affichés. J'y reviendrai tout à l'heure. Inversement, et là c'est la deuxième slide, inversement, moi je voudrais rétablir quelques vérités, parce qu'il y a 2 ou 3 choses qui m'ont un petit peu choqué, pour ne pas dire gêné, dans ce qui a été dit ce matin, enfin je résume les choses de la façon suivante, il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas, inventer des peurs et mettre en avant des catastrophes qui n'arriveront pas en matière d'open data. La question de la protection des données personnelles dans l'open data est un problème sérieux qui va être traité lorsque le moment se pose. Alors ce matin, il y a eu plusieurs gradations, plusieurs moments dans la manière dont ça a été dit. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de la personne de la CNIL. Il ne faut pas opposer open data et protection des données personnelles. La question de la protection des données personnelles se pose sur certains jeux de données. C'est à ce moment-là qu'ils doivent être traités. La CNIL l'a très bien rappelé. Il ne faut pas non plus voir du big data et des algorithmes partout. Ce n'est pas parce qu'on utilise un tableau Excel qui est de plus en plus sophistiqué, qui permet par exemple d'analyser des appels d'offres ou autres exemples qui ont testé ce matin, qu'il y a des algorithmes. Ce n'est pas ça un algorithme aujourd'hui. Et ce n'est pas ça qui est visé par la loi en termes de transparence de l'algorithmie. L'idée que l'administration devrait par défaut ouvrir l'ensemble de ses codes sources, ça a été dit également ce matin, non seulement ça n'est pas vrai, ça n'est pas dans les textes, mais c'est une manière de présenter les choses qui laisserait penser que tout ce qui va toucher à la donnée demain devient un sujet extraordinairement sensible, extraordinairement difficile, sur lequel il faudrait beaucoup, trop peut-être, se protéger et du coup rendre la loi inapplicable. Moi, c'est un petit peu ma crainte et mon regard extérieur. Alors, je le dis en sachant qu'il y a beaucoup de juristes dans la salle. J'ai souvent coutume de dire, et Claire Gallon l'a dit également tout à l'heure, l'open data, la gestion de la donnée, il y a 2 écueils à éviter. Alors, je me permets de le redire devant vous. Le premier écueil, c'est d'en confier la responsabilité à des juristes. Et le deuxième écueil, c'est d'en confier la responsabilité à des informaticiens. Le problème, il est de faire travailler tout le monde ensemble, avec une vision globale sur laquelle je vais revenir. Et puisqu'on évoquait le big data, vous dire qu'on ne peut pas non plus opposer big data, open data comme open data et RGPD. Le big data, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous le souhaitez, c'est vraiment une approche globale qui utilise de très nombreuses données, qui peuvent être des données en open data ou des données qui ne sont pas en open data, à des fins de modèles prédictifs, ça a été évoqué tout à l'heure, ou de modèles analytiques pour comprendre un certain nombre de phénomènes qui préoccupent et qui touchent l'action publique. Et ce n'est pas un hasard si on n'en a pas parlé aujourd'hui. La loi pour une république numérique introduit une autre notion qui est tout à fait fondamentale. Luc Belot en reparlera peut-être tout à l'heure et il a beaucoup porté les choses sur ce point-là, qui est la notion de données d'intérêt général. Et les données d'intérêt général, ça peut être des données publiques, ça peut être des données publiques ouvertes ou des données publiques qui ne sont pas en open data, ça peut être des données privées qui présentent un caractère d'intérêt général. J'ouvre une parenthèse, les juristes dans la salle ont bougé au moment où vous dites c'est pas à eux qu'on doit confier ce dossier. Qu'est-ce que vous en attendez quand vous conseillez des élus? Ce que vous dites à l'élu quant à ce qu'il doit attendre de ses services juridiques, c'est quoi? Ils sont utiles, mais pourquoi et à quel moment? Alors, il y a toutes les étapes et à chaque fois, je pense que les juristes seront d'accord avec moi, c'est tout le temps, il y a au moins 2 revers à la médaille, 2 côtés à la médaille, pardon. Il y a d'un côté le fait de rappeler qu'il y a une obligation, qu'il faut y aller,
et de l'autre, on ne peut pas y aller n'importe comment. Donc la question, c'est quel est le chemin pour faire dans de bonnes conditions. Et le sujet, c'est de trouver les solutions pour qu'il n'y ait pas de difficultés particulières. Je le dis sous le contrôle de Jean-Marie Bourgogne. Moi, je n'ai pas connaissance de collectivités locales qui se sont engagées de façon volontaire, donc avant la loi, sur l'open data, qui a eu des problèmes liés à des ouvertures involontaires de données personnelles. Des collectivités locales qui publient par erreur des données personnelles, il y en a tous les jours. Il y en a dans les publications de délibérations sur lesquelles on a oublié d'enlever la délib, où il y a les aides individuelles, il y en a tous les jours, il y en a. Mais ce n'est pas lié à des démarches d'open data. Donc je n'ai pas, moi, connaissance de bugs qui soient intervenus liés à l'open data. C'est des précautions générales, c'est des vigilances à avoir, c'est des méthodes de travail qui existaient avant, qui vont exister pendant et qui continueront après. Juste, ça nous renvoie à une chose, sans vous interrompre, parce que je sais que vous avez un fil de pensée. Le Chief Data Officer, cette fonction, alors, ça consiste en quoi? Et où le rattacher? Et existe-t-il aujourd'hui, peut-être à Rennes, qui a été cette pionnière que vous évoquiez? Alors, il n'existe pas à Rennes, mais alors là, mon fil de pensée, vous venez de le couper, parce que c'est la fin, ça, normalement, alors, dans ce qu'on avait convenu. Oublions la question, alors. Voilà. On oublie la question et continuons. Dernier point par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, je vais vous montrer la slide suivante, c'est il n'y a pas de sanction dans cette loi. Qu'est-ce qui se passe si on n'ouvre pas les données? Moi, j'ai une analyse des choses, peut-être pas très rigoureuse, peut-être que c'est une conviction personnelle. Ma conviction, c'est que progressivement, tout le monde va y aller, pas à pas. Alors, ça ne sera pas les 4000 ou 4500 collectivités de plus de 3500 habitants d'ici octobre 2018. De ce point de vue-là, je pense qu'on a été un petit peu gourmand et très français dans la manière de légiférer. On est le seul pays au monde où il y a un texte de ce type-là. On aurait pu donner 5 ans, on a donné 2 ans, on aurait pu donner des étapes, on a dit tout de suite, open data par défaut. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui va se produire, c'est que progressivement, le fait que des collectivités ouvrent leurs données, ça va se savoir, ça va intéresser des gens, ça va intéresser des journalistes. Il va y avoir des cartes publiées et on va voir les collectivités qui publient leurs données. Elles vont être mises en avant, elles vont être valorisées dans une logique qui est, bon, un, je respecte la loi. Bon, ça, on n'est pas obligé d'avoir un article dans la presse parce qu'on respecte la loi. Mais deux, il y a des jeux de données qui vont être intéressants. On va bien les choisir, on va y revenir. Troisièmement, c'est une démarche de transparence. Ça alimente un processus démocratique. Et petit à petit, on va dire, alors pourquoi les autres ne le font pas? Et quand on va être avec des voisins qui le font, que ce soit, je ne donne pas de nom, mais aujourd'hui, il y a une ou deux grandes collectivités françaises qui sont les toutes dernières parmi les grandes collectivités à ne pas avoir engagé de démarche d'open data. Elles se dépêchent d'ouvrir leurs données, là, en ce moment, avant que la date butoir n'arrive, pour ne pas se faire montrer du doigt. Quelques-unes se sont déjà fait montrer du doigt par des associations citoyennes, par la presse ou autre. Là, vous avez une carte qui était à jour il y a 15 jours, 3 semaines, ou presque à jour. C'est un recensement que nous avons fait de notre côté, qui est presque le même que celui d'Open Data France. C'est pas facile de repérer tous les portails. Là, vous avez, aujourd'hui, on a exactement, alors sauf s'il y en a 2 ou 3 qui se sont ouverts dans la semaine, on a exactement 171 collectivités qui ont, de façon méthodique et organisée, publié leurs données, soit sur leur portail propre, 134, soit de façon méthodique et organisée sur le site internet national opendata.gouv.fr, puisqu'on a aussi cette possibilité-là de ne pas créer son propre portail et de les publier. Parmi celles-ci, de nombreuses d'entre elles sont des intercos ou des syndicats, ce qui fait qu'on peut considérer que leurs adhérents sont embarqués dans une démarche d'open data, même si elles-mêmes ne publient pas leurs propres données. Alors on a fait le total, ça en fait 1874. Et dans ces 1874, on a compté celles qui avaient plus de 3500 habitants, ça en fait 715. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à avoir engagé directement, je publie mes propres jeux de données, ou indirectement, je participe à une structure qui a commencé à publier les données, nous avons 715 collectivités de plus de 3500 habitants sur 4500 à peu près. Peut-être avant de... On voit que se dessinent quelques recommandations, que là, pour le coup, vous avez tissé il y a plusieurs semaines, quelques jours. Juste nous dire, par exemple, aujourd'hui, Civiteo, avec qui vous travaillez comme client? Une collectivité, le dernier budget, par exemple, gagné, entre guillemets, ou la dernière réalisation que vous auriez faite pour une collectivité. Quelle est une petite illustration de votre utilité? Je travaille actuellement avec 2 conseils régionaux, la Bretagne et la région Centre. Je travaille avec quelques départements, quelques métropoles, quelques villes de taille moyenne. Toujours, alors, exclusivement sur cette stratégie de la data? Alors, je vais vous expliquer le raisonnement, si vous voulez bien, mais oui, moi je considère qu'aujourd'hui,
Ce matin, on parlait de décloisonner, de faire casser des silos en matière de gestion des données. Sur la politique de la donnée, il y a aussi un piège, décloisonnement risqué, des silos possibles qui seraient de traiter l'open data d'un côté, la protection des données personnelles de l'autre, la gestion des données des usagers pour le service public en tant que tel, la GRC, les CRM, etc., de l'autre. Il y a aujourd'hui matière à avoir une réflexion globale et collective sur la stratégie de la donnée. Mais auparavant, vous m'aviez demandé de faire quelques recommandations précises sur l'open data, donc je vais vous les présenter rapidement. Elles sont un tout petit peu juridiques, mais je ne vais pas redire tout ce qui a été dit pendant toute la journée. Ça a été très bien dit par les uns et par les autres, mais je vais les compléter d'un regard un petit peu différent. 10 points très rapides, 10 recommandations clés sur l'open data. La première, c'est de bien préparer la décision. Et une mauvaise décision d'open data, c'est de dire « je me lance dans l'open data parce que c'est une obligation légale ». Il faut enrichir, certes c'est une obligation légale, mais il faut enrichir cette réflexion et enrichir ce propos, par exemple, parce que je souhaite engager un début de démarche de transparence sur tel ou tel sujet. Parce que je vais vouloir favoriser de nouveaux usages démocratiques en informant mieux sur telle ou telle procédure à l'occasion d'une démarche de concertation obligatoire sur laquelle actuellement on travaille avec des informations, un PLU par exemple. Sur un PLU, il y a des démarches très formelles de concertation, il y a des démarches plus facultatives qui permettent d'aller plus loin, il y a des démarches dans lesquelles on peut embarquer de l'open data. Pour des usages internes aussi. Se lancer, ça a été dit très bien tout à l'heure, se lancer dans une démarche d'open data, c'est de fait traiter des jeux de données dont on va faciliter l'accès. Et les premiers réutilisateurs possibles, eh bien, ça va être des collègues ailleurs en interne. Donc réfléchir à une démarche d'open data en anticipant le fait que des données que l'on va travailler pour les libérer, les mettre en format de données brutes qui vont être facilement réexploitables, eh bien, ça peut intéresser parfois des voisins de bureau. Dans certains cas, ça se passe très bien, les données circulent. Dans d'autres cas, on sait qu'elles circulent moins. Et on a aujourd'hui des exemples de collectivités locales dans lesquelles les premiers réutilisateurs des jeux de données qui ont été libérés sont, en tout cas dans les premiers mois, des voisins et des collègues de bureau. Et c'est très intéressant parce que ça permet d'améliorer la qualité de la donnée, ça permet de mettre de la transversalité. Deuxième recommandation, ne pas partir dans tous les sens. OK, le texte, c'est open data par défaut, mais il faut choisir un thème ou un sujet pour démarrer, ne serait-ce que pour que les élus soient embarqués dans la démarche, soient à l'aise avec la démarche, et à ce moment-là, eh bien, il faut bien réfléchir au sujet qui va être retenu. D'abord, moi, ma préconisation, c'est de choisir un thème ou un sujet sur lequel des jeux de données existent et sont facilement accessibles et facilement transformables, pour pouvoir montrer que la démarche, elle débute sans que ce soit une galère à préparer. Je vais prendre un exemple précis. L'un des sujets, c'est les délibérations des instances municipales, départementales ou régionales. Dans beaucoup de collectivités, aujourd'hui, on publie les délibérations en format PDF. L'open data, c'est de les publier dans des formats réexploitables. Si on est dans une collectivité dans laquelle la dématérialisation des travaux du conseil municipal est déjà en place, ça va être beaucoup plus simple de franchir l'étape, apporter le format supplémentaire et permettre la publication des données, que si on n'a pas franchi cette étape de dématérialisation des travaux. Donc si on est déjà totalement dématérialisé, ça peut être un bon point d'entrée. Et après tout, en termes de communication, de dire je libère l'ensemble des données qui sont les travaux de nos élus, en termes de transparence, de messages politiques, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Choisir aussi un sujet stratégique, un sujet qui va intéresser les gens. Si on a tel ou tel projet qui actuellement fait débat sur le territoire, et bien après tout, pourquoi ne pas démarrer l'open data par des données qui ont trait à ce projet? Ça peut être des données diverses et variées qui peuvent être, y compris des données qui viennent d'ailleurs, puisque Jean-Marie Bourgogne l'indiquait tout à l'heure, il y a des jeux de données qui concernent un territoire qui ne sont pas nécessairement toutes produites d'ailleurs par la collectivité. Par exemple, des données on a un EHPAD qui est prévu sur un quartier de son interco. On peut avoir un jeu de données lié uniquement à cet investissement? Oui, parce qu'il peut y avoir des données qui sont liées au marché public de cette opération-là, qui vont être libérées en premier. Il y a plein de manières d'attraper le sujet par des bouts qui vont intéresser les gens, intéresser les équipes en interne. Il faut être un petit peu tactique dans le fait d'amorcer la pompe, entre guillemets, avec des sujets qui vont intéresser les gens. C'est ça que vous appeliez un exemple. Voilà. Vous en aviez peut-être un autre sur ce côté transversal du projet?
Alors ça peut être sur des subventions, puisqu'il y a des obligations spécifiques sur les subventions, le faire annuellement. Il y a des moments qui sont compliqués dans un budget communal ou départemental, qui vont être le moment où on vote les subventions aux associations. Ils sont parfois des moments de tension, surtout en ce moment. Donc ça peut être aussi tactiquement, à ce moment-là, de mettre l'ensemble des jeux de données à disposition de façon transparente. Quand je dis tactique, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est simplement, en termes de management du projet, eh bien, de susciter l'intention et de démarrer sur de bonnes bases. Troisièmement, une fois qu'on a choisi un sujet, il y a une étape qui n'est pas si simple que ça, qui est d'identifier les données afférentes. Identifier les données sur un sujet, ce n'est pas un travail qui se fait comme ça du jour au lendemain. Il y a des données dont on dispose et qu'on ignore qu'on les a. Il y a des données dont on aimerait bien les avoir, mais on ne sait pas où elles sont, il faut aller les chercher. Il y a des données qui sont dans des formats divers et variés. Quatrième étape, préparer les données. Préparer les données, les mettre dans des formats qui soient réellement des formats open data. C'est à ce moment-là, dans la préparation des données, qu'on vérifie si ça n'embarque pas, contrairement, pour le coup, à la loi, des données personnelles qui ne devraient pas être ouvertes. Donc il faut que ce travail soit fait à cette étape-là. Cinquième étape, choisir la licence. Je ne réouvre pas le débat, ça a été évoqué. Sixième étape, publier les données. Et là, il y a à nouveau des choix qui se posent. Où est-ce qu'on les publie? Est-ce qu'il y a une plateforme mutualisée? Est-ce que je suis dans un territoire où il y a un syndicat qui a une plateforme mutualisée? Est-ce que si je suis une commune dans un territoire où le département a une politique d'open data et il a ouvert un espace pour les communes qui le souhaitent à bord de son portail? Est-ce que je crée mon propre portail? Combien ça coûte? Est-ce que je lance une consultation pour avoir un portail qui va venir s'adosser à mon site Internet? Est-ce que je crée par mes propres moyens un espace dans mon site Internet? Est-ce que, après tout, je prépare mes jeux de données et je les publie uniquement sur opendata.gouv.fr, ce que font aujourd'hui un certain nombre de collectivités locales? Septième étape, une fois qu'on a commencé à publier, promouvoir la démarche. Ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment très important. En interne, valoriser les équipes qui ont ouvert leurs données, montrer que, contrairement à ce qu'on pouvait peut-être craindre, ça ne crée pas un cataclysme de données qui, d'un seul coup, la transparence qui fait peur. Là, c'est revenu à plusieurs reprises, cette idée que l'administration protège à outrance ces données par réflexe qui viendrait de temps anciens. Je n'ai pas non plus d'exemple, et Jean-Marie Bourgogne le confirme régulièrement lorsqu'il intervient, de collectivités parmi les presque 200 collectivités pionnières qui se soient retrouvées mise en accusation d'une majorité politique bousculée par son opposition, mise au pilori dans la presse, mise en grande difficulté par des associations citoyennes parce que des jeux de données ont été ouverts. Donc quand on ouvre des jeux de données, il faut le dire, l'assumer, en faire la promotion, en interne aussi et en externe. Et ensuite, une fois qu'on a commencé, il faut tout de suite penser à structurer la démarche. Le point 8, ne pas laisser les pionniers de l'open data en interne aux collectivités devenir s'isoler et devenir, pour certains, je ne dis pas ça, ce n'est pas eux qui sont en cause, mais j'ai pu le constater, des casse-pieds de l'open data. C'est-à-dire qu'au début, ils vont être là pour aider les équipes, mettre en forme des jeux de données, assurer la première publication, il va y avoir une rencontre, les élus sont contents, on informe la presse, ça démarre, et puis on a 50, 60, 100 jeux de données, et puis la mayonnaise retombe. Et à ce moment-là, le job de celui qui est responsable de ça, alors il peut être chargé de mission open data, dans les grandes collectivités, peut-être même à temps plein, ou ça va être à temps partiel chez quelqu'un qui est à la communication, ou ailleurs à l'informatique, ou ailleurs au juridique. Eh bien, son job, ça va être de s'assurer que les jeux de données soient à jour. Et celui dont on trouvait qu'il avait fait un boulot sympa, on avait été valorisé en plus par son travail, parce que c'était nos propres données qui avaient mis en avant la qualité du service public et tout ce que l'on faisait. Et bien, il va venir tous les 3 mois nous casser les pieds. Le jeu de données, il n'est pas à jour, il faut le refaire, il y a des erreurs. Et puis, on n'a pas prévu la production de ces jeux de données dans le temps de travail des uns et des autres. Et donc, on se retrouve dans un schéma où, après l'enthousiasme peut-être du démarrage, cela devient une contrainte et quelque chose de difficile. Donc, il faut réfléchir à la structuration de cette démarche. Là-dessus, il y a un certain nombre de principes qui peuvent être étudiés. Je n'en fais pas des règles absolues. D'abord, c'est faire le lien, vous le voyez bien avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, avec la protection des données. Et le fait de réfléchir à qu'est-ce que le responsable de l'open data a à voir ou pas avec le délégué à la protection des données et
Si les deux fonctions sont regroupées quelque part, est-ce que ça va jusqu'à la question que vous me posiez tout à l'heure, faire émerger une fonction de type Chief Data Officer, un responsable de la gestion de la donnée, qui est responsable de la gestion et de l'utilisation des données, de celles qui sont publiées en open data, de celles qui ne sont pas publiées, de celles qui sont protégées. C'est quelque chose qui est en cours de réflexion. Aujourd'hui, très concrètement, des Chief Data Officers en France, en collectivité locale, il y en a 3. Donc, au départ, on a eu un Chief Data Officer national au niveau du SGMAP. On était un des tout premiers pays au monde à avoir un Chief Data Officer. Ensuite, on a eu la création de cette fonction à Lyon, métropole, avec une fonction qui a été rattachée, et par rapport à nos débats, ça montre un peu l'orientation qui a été prise, qui a été rattachée plutôt au secteur du développement économique. Le second a été créé à Paris, rattaché au secrétariat général, et je crois qu'il y a un département qui vient de créer cette fonction aussi aujourd'hui. Peut-être qu'ailleurs, ces fonctions existent sans qu'elles ne portent ce nom-là, mais la question de structurer la manière dont on gère la donnée est une question qu'il faut se poser assez vite. 9e étape, encourager la réutilisation des données. Donc là, il y a plusieurs méthodes, il y a des choses diverses, on n'aura pas le temps de s'y étendre là ce soir, mais il y a les hackathons, donc méthode connue de challenge d'utilisation de données. On va rassembler des startups, des étudiants sur comment utiliser des données pour faire émerger des idées nouvelles plus que des projets nouveaux. Parce qu'un hackathon, c'est en gros, ça commence le vendredi midi, ça termine le dimanche. Il y a 2 soirées, on fait un peu de programmation, enfin beaucoup de programmation, des algorithmes. On va essayer de voir les nouveaux services, nouveaux usages qui peuvent sortir de la donnée. C'est très intéressant pour faire émerger des idées et pour montrer qu'on a des données qui ont été libérées et montrer comment elles peuvent être... comment des acteurs peuvent s'en saisir éventuellement pour construire de nouveaux services. Il y a une autre approche que personnellement je soutiens assez fortement, étant adhérent de la FING notamment qui promeut ce type d'approche, c'est ce qu'on appelle les dispositifs de médiation à la donnée. C'est à partir du moment où on libère des jeux de données, comment on fait pour que des gens s'en saisissent, et notamment les habitants. Parce que libérer des données brutes, on n'est pas rentré trop dans le détail parce qu'on était dans une réunion avec principalement des juristes, on aurait été dans une réunion avec principalement des informaticiens, on aurait parlé de format, CSV, etc. Libérer des données brutes, c'est mettre à disposition des tableaux qui sont parfois un peu ardus à utiliser. Et un citoyen qui dit « Ah tiens, c'est sympa, ils font preuve de transparence, ils ont ouvert plein de données », et pas nécessairement aller lui-même télécharger ces tableaux. Donc la médiation, c'est organiser des temps et des moments où on va manipuler des données, montrer quelles sont ces données qui ont été mises à disposition. Je vais prendre un exemple qui est intéressant, c'est les données budgétaires. J'ai en tête un maire adjoint d'une grande ville me disant « ça fait 3-4 ans qu'on a ouvert nos données, et tous les ans on fait une conférence de presse pour faire le point de où on en est des données qui ont été ouvertes. Et tous les ans, j'ai 2 ou 3 journalistes qui me disent « votre truc c'est bien, mais on ne vous fera confiance que lorsque vous nous direz que vous avez aussi ouvert vos données budgétaires. Parce que si vous ouvrez plein de jeux de données, mais que vous n'ouvrez pas vos données budgétaires, c'est que vous avez quelque chose à cacher. » 2 ans, 3 ans se passent, et la 4e année, bingo, dans les jeux de données ouverts, il y a les données budgétaires. Et là, le maire adjoint, il leur dit, il présente son truc, il ne s'étend pas sur le sujet. Il n'y a pas de question cette année sur les jeux de données budgétaires. Il s'adresse aux journalistes qui l'ont titillé sur le sujet en disant « Et alors, les jeux de données budgétaires ?» Comme dans tous les portails, on sait s'ils ont été téléchargés, les jeux de données. On sait combien il y a d'utilisation. Personne n'avait téléchargé les jeux de données budgétaires. C'est absolument inexploitable en tant que tel, ce type de jeu de données. Et donc, il y a aujourd'hui des gens qui travaillent à construire des dispositifs de médiation sur la donnée budgétaire qui vont être des dispositifs de type un petit peu ludique, amusant, mais avec des données réelles. On ouvre les données et on va mettre des simulateurs en place qui vont permettre de manipuler des données budgétaires, de créer des moments où, y compris les citoyens, vont pouvoir s'approprier ces données dans les mêmes conditions que les élus, dans la plus totale transparence. Je décide d'augmenter un truc en plus, il faut que je rééquilibre mon budget, il faut que je joue ailleurs. C'est un jeu, et en même temps, il faut que ce soit avec des données réelles. Dernier point, ma dernière recommandation en termes de points clés, c'est de dire qu'il faut évaluer ce que l'on fait en matière d'open data. Et puisque l'expérience des pionniers, notamment grâce à Open Data Local, est à la disposition de toutes les collectivités, je pense qu'il est important que celles et ceux qui s'engagent dans l'open data prennent le temps d'évaluer ce qui se passe, de regarder ce qui marche bien et de le mettre aussi à disposition des uns et des autres. Voilà pour ces 10 points, et je terminerai juste en un mot, parce que j'ai dépassé le temps, pour vous dire que, par ailleurs, moi j'estime que ce sujet de l'open data s'inscrit dans un cadre plus global, qu'aujourd'hui la question de la souveraineté de la donnée d'intérêt général sur un territoire est une question qui se pose, qu'aujourd'hui beaucoup de données
publiques, qu'elles soient en open data ou non, d'intérêt général, produites par des acteurs publics ou privés, sont massivement collectées par des acteurs privés qui ont bien le droit de le faire, mais qui le font pour des usages qui sont liés à leur objet social, qui est de faire souvent du commerce, et qu'il est important que les acteurs publics se saisissent de ce sujet de façon globale, traitent de la question des données dont elles disposent et de celles qu'elles ouvrent et de celles qu'elles n'ouvrent pas, traitent de la question des données d'intérêt général qui existent sur leur territoire. C'est ce que, pour ma part, j'appelle le big data du territoire. C'est toutes ces données qui qualifient la vie d'un territoire, le comportement de ses habitants, la manière dont ils vivent les choses. Qu'il y a par ailleurs un autre sujet qui est la donnée de nos usagers des services publics, qui est un sujet qui est devant nous. C'est un sujet qu'on n'a pas traité, qu'on n'a pas pris à bras le corps, sur lesquels il n'y a pas aujourd'hui de solutions techniques abouties, sur lesquels on est sur des cloisonnements qui pour certains sont juridiquement fondés, qui pour d'autres renvoient à des pratiques professionnelles qui n'ont plus à voir le jour à l'ère de tous ces outils, des réseaux sociaux ou autres. Et c'est un petit peu notre credo, et j'en termine là-dessus. Ça concerne aussi bien celles et ceux qui s'engagent dans des dispositifs peut-être plus liés aux métiers techniques dans le cadre de la Smart City, celles qui commencent à s'engager sur des algorithmes de big data, notamment pour des modèles qui ont à voir avec la prévention en matière de santé ou de social, ou ce genre de choses. Et ce sont tous les points que vous pourrez découvrir. Je me permets, c'est les 15 secondes de la slide suivante qui seront détaillés dans un ouvrage que j'aurais pu vous présenter aujourd'hui, mais qui ne paraît que dans 15 jours.